Ok. Bien, bonjour à tous. Bonjour donc dans cette conférence qui s'appelle de Devoxx au CAC 40. On va parler de business et de technique. Un peu de business quand même, je vais expliquer pourquoi. Déjà, je vais me présenter, si ça veut bien marcher. Voilà. Voilà, je m'appelle Julien Dubois. Je suis développeur Java depuis 14 ans. Avant, je faisais autre chose. J'ai même fait du Microsoft et du Lotus Notes. J'ai commencé avec les EJB 1, j'ai un peu tout fait depuis, je code toujours aujourd'hui, je passe 60-70% de mon temps chez les clients à coder, je suis pas directeur de projet ou je sais pas quoi, je code. Je suis l'un des développeurs de Tatami, je suis pas le seul à bosser dessus, on va dire que je suis le principal, mais je suis loin d'être le seul. Je suis connu pour bien connaître Spring, j'étais l'un des co-auteurs de Spring par la pratique, qui est l'ouvrage le plus populaire dessus en France, on en a vendu plein, on est riche. Non, pas du tout. Et je suis l'ancien directeur de Spring Source France, donc c'est moi qui ai monté Spring Source à l'époque, jusqu'à ce qu'on soit racheté par VMware. Et aujourd'hui, je travaille donc pour Ipon Technologies. On est une SS2I spécialisée en Java, on est 120 personnes. Et si j'ai un message à faire passer, c'est qu'on recrute. Voilà, c'est fait. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @Julien Dubois, si vous n'êtes pas content de la présentation, si vous l'avez bien aimé, n'importe quoi, n'hésitez pas. Twitter, c'est fait pour troller et pour discuter. Donc j'ai prévenu tout de suite, attention, oui, voilà. On va parler un peu business. C'est le track startup, c'était l'idée, hein, qui est un track un peu différent des Vox, que ce ne soit pas que des tracks ultra techniques. Donc on va parler un peu de notre solution, on va parler business, mais on va quand même parler de technique parce qu'on est à Devoxx et puis parce que moi j'aime bien. Donc je préviens à l'avance. Si ça vous choque, voilà, vous avez été prévenu à l'avance. Donc je vais commencer par une petite histoire, hein, c'est pour ça que j'ai mis Blanche-Neige. Donc il était une fois, à Devoxx, l'année dernière, en 2012, on a lancé Tatami. Alors Tatami, c'était quoi? C'était un concours de code hein, qu'on a lancé avec Ipon, avec ma boîte. Donc du code qui était entièrement open source, et sur des techno hype, on a voulu faire un truc un peu sympa, un peu sexy. Donc on avait du HTML5, du NoSQL, du Spring MVC REST, du Cassandra, etc. La mobilité. Donc ça c'était assez sympa de mélanger toutes ces technos pour faire on va dire un outil, mais c'était juste pour s'amuser. Il y avait deux buts à cela. Premier but, démontrer notre savoir-faire, parce qu'il y a plein de gens qui disent moi je fais du HTML5, moi je fais de la mobilité, et puis on voit jamais trop ce qu'ils font à part 2-3 Hello World dans les confs. Donc là on voulait faire un truc un peu plus costaud. Donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point, on voulait recruter, hein, comme cette année. Donc c'est l'occasion. Dans un concours de code, c'est la bonne occasion de voir qui est bon, qui est motivé. Donc c'était l'occasion. Et puis il n'y avait pas d'autre but à l'époque, hein. Nous on voulait s'arrêter là. Et puis finalement, l'outil qu'on a fait n'était pas si mal. Il y a des gens qui sont mis à l'utiliser, y compris nous en interne. Ça a bien marché, et puis ça a pris de l'ampleur. On a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans l'année. On a eu des vrais utilisateurs, on va en parler. Et puis on arrive en 2013 avec quelque chose qui est assez abouti. Alors Tatami, c'est quoi alors? C'est quoi? À l'origine, c'était juste un truc pour jouer. Hein. Il n'y avait pas de fonctionnellement, ça faisait pas grand-chose. C'était un clone de Twitter, on va dire. Voilà. Et c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Tatami, c'est un RSE. Alors, je sais pas qui c'est que ça parle à beaucoup de gens, oui. Alors, un RSE, c'est quoi? C'est un acronyme qui est très mal choisi. C'est pour ça que je voulais juste un petit point là-dessus. Ça veut dire trois choses. Donc deux qui sont pas notre thème aujourd'hui. Responsabilité sociétale des entreprises, responsabilité sociale et environnementale, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, réseau social d'entreprise. Voilà. Alors, réseau social. Tout le monde en a entendu parler, c'est pour ça que j'ai mis, je ne sais pas si vous connaissez le film The Social Network. Donc, vous savez, là, c'est quand il va voir les investisseurs et qu'il est en robe de chambre pour se moquer d'eux. Donc, un réseau social, tout le monde sait ce que c'est. Il y a Facebook, il y a Twitter et il y en a 10 000 autres. Après, là, c'est réseau social d'entreprise. Alors, il y a deux nuances que je veux dire. Déjà, réseau social, comme on le voit dans le grand public, il y en a plein de différents. Entre un Facebook et un Twitter, ça n'a rien à voir. Et ensuite, en entreprise, on a des besoins qui sont différents. Vous allez vouloir peut-être avoir des groupes privés où vous discutez entre vous. Vous n'avez pas envie que tout le monde voit ce que vous faites. Vous voulez peut-être plus échanger des fichiers, ou présentations PowerPoint, des choses comme ça. Donc les besoins d'une entreprise sont différents d'un Facebook ou d'un Twitter. C'est pas non plus exactement la même chose. Pour présenter ce que c'est qu'un RSE, je voulais faire un petit historique et parler d'un monsieur, voilà, qui s'appelle Thierry Breton. Je pense que tout le monde le connaît, qui était président de France Télécom il y a quelques années dans des périodes un peu troublées, qui a ensuite été ministre dans des périodes aussi un peu troublées, et qui maintenant est chez Atos. Et chez Atos, je ne sais pas s'il y a des gens d'Atos ici? Non? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait 50 personnes d'Atos à Devoxx, alors ils ne sont pas venus. Bon, ils ont leur propre RSE, donc ils s'en foutent.
Non, mais en fait, il a dit quelque chose d'assez intéressant quand il est arrivé chez Atos. Enfin, faut rendre à César ce qui est César, je trouve. Il s'est rendu compte que chaque salarié perdait 5 20 heures par semaine à gérer ses mails. Et bon, évidemment, en SS2I, avoir votre task force qui perd, je sais pas, plusieurs jours par semaine à gérer ses mails, c'est pas une très bonne chose. Donc, il s'est dit, on va lancer un grand plan. Donc, il a fait ça en février 2011. Objectif 0 email d'ici 3 ans. Donc, il lui reste encore 1 an pour finir. Alors, il avait dit, on espère l'atteindre d'ici les 18 mois qui viennent. Comme il y a personne d'Atos, on peut pas avoir de confirmation s'ils ont atteint ou pas. Mais bon, il leur reste encore 1 an, donc on va dire qu'ils vont l'atteindre. Et il avait mis les moyens en disant, voilà, je vais mettre 50 consultants de moins de 30 ans qui travaillent à temps plein dans le monde sur le projet. C'est un truc assez costaud. 50 personnes, c'est quasiment la moitié d'Ypon. Donc si on était la moitié de la boîte à bosser sur Tatami, ça avancerait un peu plus vite. Et puis en plus, alors, moi, la phrase que je trouve un peu marrante, c'est moins de 30 ans. Alors pourquoi moins de 30 ans? Je sais pas. Si vous êtes codeur et vous avez moins de 30 ans chez Atos, vous avez raté votre vie. Mais bon, chez Ypon, c'est pas le cas. J'ai plus de 30 ans, hein. J'ai 36 ans, moi. Mais bon, donc il avait cette idée-là. Et alors, pour quand même un petit peu défendre sa pensée, parce qu'à l'époque, beaucoup de gens se sont foutus de lui, et je dirais à tort, quand il dit 0 email, il y a 2 nuances à dire, hein, parce que c'est un peu fort comme phrase. Déjà, c'est 0 email en interne. Forcément, pour parler avec les clients, ils vont échanger des emails, hein, ils vont pas dire à leurs clients, allez sur notre RSE. C'est un peu logique. Et deuxièmement, c'est pas 0 email pour rien avoir en échange, c'est 0 email pour le remplacer par autre chose, quelque chose qui serait plus productif, ça serait un RSE. C'est là où je veux en venir. Le RSE, il y a pour moi 4 buts. Je décerne un peu marketing, vous allez me dire, je vais passer un petit peu vite peut-être. 4 buts au RSE. Premier but, améliorer la collaboration dans la boîte. C'est-à-dire quand vous avez des mails, vous voulez envoyer un mail à votre boss. On va pas dire à votre boss, à votre N+3. Avant de lui envoyer un mail, déjà vous passez une demi-heure à réfléchir, vous mettez bien bonjour, machin, cordialement, vous le faites relire par votre N+1, vous perdez un temps pas possible, et en plus votre N+3, comme il a 500 mails pareil qui lui arrivent dans la journée, il va même pas le lire. Donc en termes de communication hiérarchique, c'est pas toujours super. Il y a aussi un problème dans les boîtes, c'est qu'il y a des baronnies. Vous savez, dans les grosses boîtes, il y a le service A et le service B qui se font la guerre parce que leurs chefs veulent tous le poste de big chef. Et ça fait des silos dans la boîte où chacun travaille dans son coin et personne ne sait ce que fait le voisin, alors que généralement, ils bossent sur les mêmes sujets. Donc là, l'idée, c'est de casser ça et d'avoir un réseau où les gens peuvent discuter et où chacun, on va dire, voit un petit peu ce que fait l'autre de manière plus informelle, où on peut discuter plus facilement, chacun peut rejoindre une discussion. Et le but au final, c'est de fluidifier l'information. Que l'information circule plus vite entre les échelons hiérarchiques et entre les différents services de l'entreprise. Ça, c'est mon premier but, améliorer la collaboration dans l'entreprise. Le deuxième but, qui est un but... Alors, on va beaucoup parler des CS2I, c'est pas pour rien qu'Atos est dedans et que nous aussi, parce qu'on est tous des CS2I. Qu'est-ce qu'on va avoir comme but en SS2I? C'est mettre en place des communautés, avoir des gens qui se regroupent sur un thème. Moi, j'aime bien Spring, on peut avoir une communauté Spring, et il pourrait y avoir une communauté Java EE, une communauté Grails, une communauté, etc. J'ai pas dit play. Non, mais clairement, on va vouloir mettre en place des communautés où les gens peuvent discuter entre eux. On va vouloir aussi que les gens puissent accéder facilement à l'expertise, c'est-à-dire que vous arrivez chez Ypon, vous avez des questions sur Spring, ah bah ça tombe bien, il y a une communauté Spring où les gens discutent. Il y a aussi des gens qui vont utiliser le hashtag Spring. Ah bah s'il parle de Spring, a priori il connaît bien, on va pouvoir lui poser la question. Donc le premier but, c'est d'accéder à l'expertise, savoir qui est compétent en quoi pour vite le choper, ce qui n'est pas facile dans une grosse boîte. Et puis aussi aider à l'intégration des nouveaux employés, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans une boîte, vous savez comment ça se passe, vous n'avez pas l'historique de la mailing list, etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'historique, de savoir ce qui s'est passé avant vous. Là, quand vous arrivez, vous avez tout l'historique de la communauté, ou même de tout Tatami, et c'est aussi c'est le deuxième intérêt. Donc, participation et engagement des gens dans la boîte. Troisième but, le RSE, c'est d'avoir un flux d'activité de l'entreprise. C'est un petit peu comme Twitter. L'activité, elle arrive, elle est quotidienne, elle est même à la minute près. L'important, c'est de remonter l'information pertinente au bon moment. Donc là, le but, ça va être de pousser l'information aux gens. Pousser l'information même quand vous vous déplacez. Tatami marche sur mobile, alors on marche non seulement sur iPhone et Android, mais même sur BlackBerry et sur Windows Phone. Parce qu'on est en HTML5 en fait. On marche aussi sur tablette, etc. Donc là, l'idée, c'est que les gens, même en se déplaçant, ils y aient accès. Et puis évidemment aussi trouver l'information utile. On a un moteur de recherche. Le moteur de recherche, contrairement à un mail, vous savez, vous cherchez dans votre mail, alors avec Outlook, vous en avez pour une demi-heure le temps qu'il mouline. Il cherche évidemment que dans vos mails à vous, qui n'ont pas été archivés, etc. Il y a plein de systèmes dans les boîtes pour virer en plus les vieux mails.
Là, l'idée, c'est d'avoir un moteur de recherche global où vous pouvez rechercher toutes les infos. Et dernier point, simplement, et ce qu'on aime bien d'ailleurs chez Ypon, simplement partager entre les gens. Vous voulez savoir ce que font vos collègues. Alors évidemment, si le mec, c'est juste je vais prendre un café, c'est pas d'un intérêt majeur. Après, c'est plutôt les gens vont parler de ce qu'ils font, leurs problèmes. C'est intéressant de savoir ce qu'ils font, on va s'entraider. Ça permet aux gens de mieux travailler ensemble. Ça permet de savoir qui s'intéresse au même sujet que vous. Et ça permet aussi d'échanger plus que juste du texte. Donc sur Tatami, on peut échanger des fichiers, des photos, on peut embedder des vidéos, du code Git, enfin GitHub, etc. Donc faire plus que juste papoter. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite. Ah oui. Monsieur Breton a dit qu'on perd 5 à 20 heures Oui. sur CML, mais on en perd combien sur un RSE? Ah oui, alors la question, je répète pour l'enregistrement, on perd 5 à 20 heures sur CML, combien est-ce qu'on en perd avec un RSE? Bonne question. J'ai pas d'idée. Ouais, on va dire moins. Je vais être très... Non, c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps, mais il faut dire que j'ai des chiffres après. Alors typiquement les chiffres, je peux déjà vous les donner là, parce qu'après, à Ypon, j'ai des chiffres où en moyenne, les gens sont 1h30 connectés sur chaque session de Tatami. Après, les gens, ils vont peut-être se déconnecter à midi, se reconnecter après. Mais ce qui se passe, c'est que les gens le laissent en tâche de fond, en fait. Donc ils sont pas non plus tout le temps dessus. Donc je peux pas vraiment dire, mais c'est vrai que les gens passent aussi quand même du temps dessus. Donc je vais vous faire une petite démonstration de Tatami vite fait, parce qu'en fait c'est disponible en ligne, tatami.ypon.fr, donc vous pouvez y aller vous-même et voir vous-même. Donc ça limite l'intérêt de la démo vu que vous pouvez le faire vous-même. Juste pour vous montrer vite fait. Donc là j'ai un Tatami qui tourne, donc c'est pareil, c'est tatami.ypon.fr. Nous on est sur le même instance que tout le monde. L'instance est créée en fait en fonction. Tenez, je vais me déloguer juste pour montrer un petit peu. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu... Je suis un petit peu tordu. En fait, quand vous arrivez sur... Ah, il faut que le Wi-Fi marche. Alors, si le Wi-Fi ne marche pas... Ah oui, on voit la requête en bas. Donc, le Wi-Fi ne marche pas, ce n'est pas grave. Ça ne me gêne pas du tout pour ma démo. Merci... Merci le Marriott. Donc, quand vous arrivez sur Tatami, ah bah super. Parfait, comme ça j'ai vraiment plus de démo du tout. Donc Tatami, c'est un logiciel très bien, qui ne marche qu'avec Internet, sauf si comme moi, vous avez une solution de backup que vous n'avez pas lancée. Non, je vais vous le faire, je vais vous le lancer. Je ne triche pas, c'est juste pour montrer. Donc je l'ai qui tourne ici, évidemment. Enfin, j'ai une version... Ah, voilà. Ah, attendez. CTRL D. Et alors Tatami fonctionne avec une base de données dont on va parler après, qui s'appelle Cassandra. Donc une base de données NoSQL, je vais juste lancer Cassandra à côté. Voilà. Apache. Je vois rien du tout, donc c'est pas simple. Voilà. Cassandra-F run. Voilà. Et on est de l'autre côté. Et donc, Tatami, c'est une application Java, donc ça marche avec JT. Ça marche aussi avec Tomcat. Il y a des gens qui utilisent en prod avec Tomcat. C'est pareil, en fait. Il suffit d'avoir un conteneur de servlet 3.0 pour que ça fonctionne. Je vais lancer le JT et on va tout avoir qui tourne. Donc, comme on est en Spring, etc., ça va démarrer en... Non, ça démarre en 10 ou 20 secondes. Je déconne. Non, puis c'est Maven qui lance. Donc, le temps que ça démarre, je peux peut-être... Oh, ça va aller assez vite, je suppose. Ah, il recompile 172. Alors là, on serait en ce cas-là avec 172 fichiers, on en aurait pour la fin de la présentation. Heureusement, ça va aller assez vite. Bon, je vais passer un petit peu, je vais vous faire la démo juste après, parce que c'est vrai qu'on va pas perdre de temps là-dessus. Ouh, on va dire que la démo est faite, on refera la démo juste après. Donc la concurrence de Tatami, qu'est-ce que c'est? Il y a un certain nombre de boîtes qui sont là-dedans, donc on va dire que c'est une très bonne idée a priori. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une concurrence qui est assez importante là-dedans, qu'on n'avait pas identifiée à l'origine. Hein. Nous, c'était juste pour s'amuser qu'on l'avait fait, donc on n'avait pas du tout vu que plein de gens étaient dans ce domaine-là. Alors, la concurrence principale, c'est Microsoft. Yammer. Donc, Yammer, c'est une boîte qui a été rachetée par Microsoft 1,2 milliard de dollars en juillet 2012, donc il y a un peu moins d'un an. Donc, 1,2 milliard, ça commence à faire. Hein. Moi, je compte en Spring Source. Spring Source, c'était 420 millions. Ça fait 3 Spring Source. Donc, avec ça... alors, on l'a vu tout à l'heure, les RSE, ça attaque les mails, donc MS Exchange. L'idée, c'est de moins utiliser MS Exchange. Ça attaque aussi SharePoint. Ce que j'ai pas pu vous montrer, vu qu'on n'a pas fait de démo, c'est que
Ça vous permet de partager vos documents. Et SharePoint est parfois vu comme un RSE, on va dire, du pauvre. Et quelque chose comme Yammer qui est très très bien fait, moi j'ai oublié de le dire, c'est quand même une super solution, Yammer. Forcément, ça vient prendre le marché d'Exchange et de SharePoint. Donc c'est embêté Microsoft, ils les ont rachetés, ils sont en train de coupler l'ensemble. Aujourd'hui, c'est être intégré dans MS Office, dans Windows. C'est aussi intégré à Skype pour la conférence vidéo, intégré à SkyDrive pour le partage de fichiers. Donc ils vous font une vente liée avec l'ensemble. Ils ont un truc très cohérent, très sympa, bon, très cher quand vous achetez la totale, hein, et très très liant. Vous êtes même lié à Windows, hein, donc votre SI est lié à Windows. Et également, oui, vos données sont dans le cloud, dans le cloud Microsoft. Donc c'est comme vous voulez, hein, mais vos données ne sont pas en France et sont chez Microsoft. On sait que voilà, il y a. Je crois que c'est cette semaine, il y avait un article sur Slashdot où il disait que l'un des objectifs du FBI de cette année, c'était de pouvoir scanner en live tous les mails Gmail, tous les fichiers Dropbox, etc. Donc vous mettez vos fichiers dessus si vous voulez, mais voilà. Et c'est utilisé. Alors, le premier client, c'est aussi intéressant. Le premier client, c'est Capgemini. On retrouve une SS2I française, comme Atos. Donc on n'est pas là non plus par hasard. On se rend compte que les grosses SS2I françaises sont des grands clients des RSE. On a vu Atos et Capgemini. Ils pondent un peu plus petit, évidemment. On a un RSE plus petit. Ça, c'est le premier. Ah oui, la photo, c'était Steve Ballmer, hein, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Franchement, j'ai voulu avoir une belle photo de lui. Il n'y a que des photos où il tire la langue et tout. C'est incroyable. Les autres concurrents, il y en a beaucoup. Les plus connus pour moi en France, c'est Blue Kiwi parce qu'ils sont français. Ils se sont fait racheter par Atos. Alors le prix, c'est pas par hasard, Atos les a rachetés justement pour faire son RSE. Le prix n'est pas public. De ce que j'ai vu, a priori, ça serait moins de 20 millions d'euros. Donc si on compare aux 1,2 milliard de Yammer, ils n'ont pas vendu cher. Ceci, ça n'a pas l'air mal. Le deuxième qui est pas mal, c'est Socialcast, hein, qui se fait racheter par VMware, donc mon ancienne boîte, hein, ceux qui ont racheté aussi SpringSource, qui a un RSE qui est de bonne qualité, mais qui n'est pas du tout mis en avant par VMware. Enfin, je vois très peu de pubs, très peu de choses. Chatter de Salesforce, là, il y a pas mal de monde qui l'utilise. Donc, quand vous avez un compte Salesforce, vous avez un compte Chatter gratuit. Le problème, c'est que Salesforce, d'habitude, c'est que les forces de vente qui l'ont et c'est très très cher. Je ne sais plus les prix par utilisateur, mais c'est hors de prix. Donc, ils peuvent vous le filer gratos à côté. Hein. Et Chatter, par contre, c'est très très moche. Donc, je ne sais pas s'ils feront pas mieux que ça. Et enfin, le dernier, c'est Jive, de Jive Software. Ils sont connus dans le monde Java parce qu'ils ont un forum Java qui est assez populaire. Et leur forum a évolué dans un RSE. Et c'est une belle petite solution, franchement. Ils sont moins connus parce que c'est une plus petite boîte, bien sûr. Mais c'est une belle solution. Par contre, ils ont tous une particularité. Aucun n'est open source. Vous avez le code source d'aucun de tous les produits qu'on a vus. Et tous se focalisent sur le SaaS. Alors, j'y viens se focalise. Il y en a qui sont pure SaaS. Chatter, c'est que du SaaS. Vous ne pouvez pas l'installer chez vous. D'autres, comme Jive, vous pouvez l'installer chez vous, mais c'est une licence particulière. Et c'est clairement pas ça qu'ils mettent en avant. Et c'est a priori nettement plus cher que d'être en mode SaaS. Donc tous, ils ont vraiment un focus sur sur la solution propriétaire, donc pas open source, et sur le SaaS. Je vais vous faire ma démo parce que Spring a dû se lancer. On va faire un petit localhost. On va croiser des doigts. Voilà, superbe. Ah ben voilà. Donc ça tombe bien, c'est la page de login, c'est ça que je voulais montrer. Donc, quand vous arrivez sur Tatami, vous pouvez vous créer un compte. 3 manières de faire, soit avec votre mail. Et dans ce cas-là, c'est la fin de votre URL, c'est votre nom de domaine, pardon, qui va faire votre compte de votre boîte. Donc là, je vais être sur on va dire l'entreprise Gmail. Évidemment, si vous créez ça pour votre entreprise et que vous êtes tout seul, vous serez tout seul dans Tatami et ça sera un petit peu le désert, il faut le savoir. Il faut être plusieurs pour que ce soit intéressant. Hein. Vous pouvez aussi le connecter sur votre serveur LDAP. Donc ça, c'est plutôt si c'est utilisé en interne. Donc là, nous, c'est le cas chez Ypon, on est connecté sur notre LDAP. Et dernier cas, vous pouvez vous connecter avec Google Apps. Ah oui, il n'y a pas Internet. J'allais cliquer dessus. Et donc là, vous avez une authentification Google Apps. Si votre entreprise est client Google Apps, eh bien, vous pourrez vous connecter comme ça. Alors j'espère que ça a marché parce que ma base Cassandra, je ne sais pas ce que j'avais dedans. C'est bon, j'ai quelque chose. Voilà, par contre, là, du coup, ah oui, alors les photos ne marchent pas parce que c'est sur Internet. Donc, Tatami, juste pour vous faire grosso modo le tour du propriétaire, vous avez un onglet ici avec votre profil. C'est comme Twitter, hein, vous savez qui vous êtes. Il y a votre photo normalement. Il y a les statuts que vous avez postés, vos abonnements, les gens qui sont abonnés à vous. Donc là, comme c'est mon truc de démo local, je suis tout seul. Hein. Et vous pouvez bien sûr poster des statuts. Vous pouvez drag and dropper des fichiers, faire des messages privés, poster dans des groupes qui sont privés ou publics d'ailleurs. Vous pouvez ici taper du texte riche, c'est du Markdown. Enfin bon, tout ce qu'on s'attend, on va dire, d'un produit un petit peu évolué.
Donc une différence par rapport à Twitter, c'est qu'on a des groupes qui peuvent être publics ou privés. Un groupe privé dedans on discute, personne ne voit, enfin seuls les membres du groupe voient ce que vous faites. Public, tout le monde peut voir ce que vous faites. Et on a des petits moteurs on va dire, de business analytics qui vont ressortir qui suivre. Donc là, comme je suis tout seul, il ne me propose personne. Là, en fait, il me propose les gens que suivent, les gens que moi-même je suis, et qui sont assez populaires parmi cette population d'utilisateurs. Il va me proposer pareil pour suivre des tags ou des groupes. Il va me proposer donc des groupes ou des tags ou des utilisateurs populaires parmi les gens que moi je suis. Et deuxième petit moteur d'analytics, il voit les tendances, donc on peut mettre des tags, il va nous donner les tendances du moment, de quoi est-ce qu'on parle en ce moment. Donc on va avoir les 8 tendances principales du moment avec des petites flèches haut, bas, si ça monte, si ça descend. On va un petit peu savoir ce qui se passe dans la boîte. Je vais juste poster un truc histoire de montrer ce que ça fait. Hein. Voilà, je poste. Et voilà, ça s'est mis à jour ici, ça m'a incrémenté mon compteur, tout marche magiquement. Et ici, évidemment, par rapport à ce tatam, on appelle ça un tatam à force, on peut soit le voir lui-même, soit y répondre, soit le mettre en favori, soit le supprimer parce que je suis l'auteur. Si j'y réponds, j'ai une petite zone de discussion qui s'ouvre, je peux papoter, et voilà, j'y réponds. Et comme on le voit maintenant, il y a une nouveauté aussi qui apparaît, donc ça, c'est une réponse. Maintenant, il y a un détail, on peut voir ici la discussion. On peut voir les gens qui discutent sur ce tatam. Pour un petit peu plus loin, donc il y a des groupes et il y a des tags. Je vais juste cliquer sur les tags que vous voyez un petit peu. Là, je vois les gens qui parlent de ce tag-là. Donc à nouveau, c'est un truc de démo que je n'avais pas prévu, donc je ne dis pas grand-chose. Et vous avez un moteur de recherche ici assez complet. Comme il n'y a pas beaucoup d'infos, j'ai fait exprès de taper T. Ah ouais. Donc là, on va vous proposer en autocomplétion les tags, les groupes, les utilisateurs qui commencent par un T. Et si je tape quelque chose de particulier, il va aussi rechercher dans le corps des messages pour me retrouver les messages pertinents. Puis enfin, j'ai une interface d'admin qui est assez complète, où je peux gérer mes préférences. Alors on est sur Twitter Bootstrap. On a plein de thèmes par défaut, parce qu'on me disait tout à l'heure, oui, Twitter Bootstrap, c'est le nouveau moche, parce que tout le monde a le même truc. Donc là, on a plein de thèmes par défaut, et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est Twitter Bootstrap, c'est des CSS qui sont connus, des web designers peuvent vous faire votre propre thème à vous, sans connaissance particulière. Vous savez que Twitter Bootstrap, il y a plein d'utilitaires pour vous faire des thèmes. Donc vous pouvez avoir le thème de votre boîte assez facilement. Voilà, il y a pas mal d'options, on peut s'abonner à des flux RSS, on peut recevoir des mails quand on parle de vous, avoir un daily digest, c'est quoi? C'est recevoir un résumé quotidien. Excusez-moi pour la traduction. On peut donc voir les fichiers qu'on a mis, qu'on a partagés. Bon là c'est mon truc de démo, j'en ai pas. Les utilisateurs qu'on suit, les utilisateurs qu'on me recommande. Pareil pour les groupes, pareil pour les tags. On peut voir aussi les statuts d'aujourd'hui. Bon là il n'y a que moi qui parle forcément. C'est dommage, je vous aurais fait une belle démo si on avait eu Internet. Voilà, pour la démo. Ça, vous avez des questions? Donc je vais continuer sur la suite. Là, on va parler un peu de technique, parce que j'ai fait pas mal de trucs business. Je pense qu'on a Devox et la technique, ça intéresse pas mal de monde. Hein, je sais pas, ouais. Donc je vais allonger un petit peu cette partie-là. Donc là, cette technique, déjà, il y a une particularité. On est open source à fond. Ça vient de l'origine d'ailleurs. On a été licence Apache sur GitHub dès le début, donc on n'a pas bougé. Ça ne va pas bouger. Donc contrairement à tous les concurrents qu'on a vus, Tatami est full open source. À ma connaissance, en termes de réseau social d'entreprise, il n'y en a qu'un seul autre qui est open source, qui s'appelle status.net et qui est quasi inconnu. Il est en PHP et assez moche, et surtout il a une particularité, comme pas mal de projets open source qui moi m'énervent un petit peu, ils sont GPL. C'est-à-dire que si vous modifiez le code, votre code devient lui-même open source. Alors pour un réseau social d'entreprise, c'est pas très sympa, parce que vous vous doutez bien que ça va être utilisé par des entreprises, et si leur code redevient open source, c'est pas ce qu'ils vont vouloir. Nous, c'est pas le cas. Vous pouvez le prendre, modifier dans votre boîte, ça reste à vous. Je trouve que c'est un petit peu... je suis pour la GPL pour des projets personnels, on va dire, mais pour une entreprise, la GPL, c'est carrément pas bien, quoi. Bref, vous avez accès à tout, vous pouvez contribuer à tout. On est sur GitHub, il y a des pull requests régulières que je prends, généralement. Après, ça dépend de ce que c'est, évidemment. Je suis un dictateur de GitHub. Mais bon, faut pas hésiter. Et c'est également, parce qu'on va parler après de la stack technique, on a beaucoup vu la Devox, des gens qui vous montrent comment faire, enfin, qui vous énoncent les nouveautés d'HTML5, de Backbone, de Spring. Alors, je parle des conférences où je suis allé. Alors, je suis allé dans les conférences où les techniques sont proches de ce qu'on a sur Tatami, bien sûr. Dans Tatami, on a déjà tout ça, et finalement, on a un bon exemple de code concret qui marche en prod sur de la vraie appli. Donc, si vous cherchez un exemple de comment utiliser Spring ou comment faire du Backbone, là, vous avez un truc assez complet, assez riche, et qui marche en prod. Donc, c'est quand même un petit peu mieux qu'un Hello World. Donc moi j'aime bien envoyer ça comme exemple, comme démo.
Donc, en termes de techno, je vais déjà faire le front. Le front, on est sur du HTML5. Ah oui, alors ça marche pas sous Internet Explorer 6. Hein. On n'a pas testé. Ça marche peut-être, mais je crois pas. Il y a du Backbone. Tout est en Backbone. Alors Backbone, je fais pas la pub d'HTML5. Il y a assez de monde qui en fait. Backbone, je trouve c'est un peu plus intéressant. Enfin, c'est un peu moins connu. Donc Backbone, c'est un framework MVC côté JavaScript que personnellement je trouve assez compliqué quand même. Enfin, c'est assez lourd à lire. Par contre, il a quand même un intérêt, c'est que c'est très concis et c'est très efficace. C'est-à-dire que depuis qu'on est passé à Backbone, oui, alors à l'origine on n'était pas en Backbone, on était en jQuery pur. Depuis qu'on est passé à Backbone, on a un code beaucoup plus concis. On se rend compte que l'écran, on a beaucoup moins de problèmes de rafraîchissement. Attendez, je vais juste refaire un petit exemple. Ici, moi, un petit exemple. Ici, moi, quand je... Attendez, je vais revenir sur mon truc. Quand je clique... attendez, j'ai des... Ah ouais, il n'y a rien qui s'auto-complète parce qu'il n'y a rien du tout dans mon appli. S'il n'y a que lui, voilà. J'ai de l'autocomplétion un peu partout. Quand je clique ici, ça va se mettre à jour. Là, j'ai une mise à jour. Là, j'en ai eu une sur le statut. Là, ça s'est mis à jour aussi. Vous voyez, tout se clignote dans tous les sens. Il y a plein de requêtes Ajax derrière. Plein de choses qui se mettent à jour tout le temps. Pour vos tendances, etc. Il y a beaucoup de requêtes dans tous les sens. Et on s'est rendu compte qu'avec Backbone, c'était extrêmement simple à faire et il y avait finalement très peu de code. Puis je dirais aussi une modification dans Backbone est très rapide à faire. C'est les mêmes éléments Backbone qui se retrouvent. Là, quand j'édite mon texte, ce truc-là qui est assez compliqué. Vous voyez, j'ai deux complétions sur les tags. Ah, je les ai aussi sur les utilisateurs. Alors, il n'y a que moi. Ah, ouais, le truc qui marche pas bien. Sur Internet, ça marche. Vous testerez sur Internet. Je ne sais pas ce qui se passe. Faut chercher. En attendant, cet élément-là, donc qui est assez compliqué, on a aussi la privilégiation, etc. En fait, il se retrouve. C'est le même ici quand je fais une réponse. Enfin, je l'ai un petit peu partout, cet élément-là. Avec Backbone, c'est assez simple d'avoir le même élément qui est repris partout, qui est parfois retravaillé suivant le contexte. Et on se rend compte qu'on est assez efficace en termes de modification, de correction de patch et d'ajout de nouvelles fonctionnalités. Le code est finalement assez petit. Que ça fait. Et enfin, dernier truc, on est en responsive design. C'était pas le cas l'année dernière. Je ferai une petite passe après sur les changements par rapport à l'année dernière. Le responsive design, c'est quoi? Alors, c'est grâce à Twitter Bootstrap qui fait tout le boulot. Donc ici, j'ai mon écran de tout à l'heure. Alors, je vais essayer d'aller avec ma souris sur le bord de l'écran. Voilà. Donc là, je le réduis. Donc là, je vais passer en mode tablette. Et je réduis encore plus. Là, je passe en mode téléphone mobile. Et j'ai tout qui marche. En fait, j'ai exactement la même appli qui marche aussi bien sur mobile que sur tablette, que sur desktop. Et sans effort, franchement, il n'y a rien à faire. Et même plus fort que ça, ce que j'ai découvert là, on avait un besoin... Donc vous voyez, on peut drag and dropper des fichiers. Donc si je prends un fichier, je drag and drop, là sur le desktop ça marche. Et bien ça marche aussi sur mobile, et en fait j'ai rien codé, parce que les téléphones portables reconnaissent cette balise-là. Donc j'aurais codé ça avec des applications natives, j'aurais été assez embêté. Là, j'ai rien eu à faire et ça marche partout. Donc on a et de Twitter Bootstrap et de Backbone.js, enfin tout cet ensemble-là. On a trouvé très efficace. Ça c'est pour le front-end. Dans le back, nous on n'a pas de base de données chez nous, enfin pas de base de données classique, pas de SQL. On a alors le gros de la donnée stockée dans Cassandra, que j'ai lancé tout à l'heure. Donc Cassandra, c'est une base de données NoSQL qui est clé valeur, qui est orientée colonne. Je fatigue là. Je fatigue. Toutes nos données sont dedans. On a, je sais pas, une trentaine de tables. Par-dessus, on a EHCache qui sert de solution de cache pour certains, enfin, on va dire pour améliorer les perfs de certaines parties de Cassandra, des parties assez précises, on va dire qu'on connaît bien. Donc on a EHCache par-dessus. Et enfin, pour tout ce qui est moteur de recherche, on a aujourd'hui le choix entre Elasticsearch ou Lucene. Alors Elasticsearch, évidemment, c'est au-dessus de Lucene. On va dire que c'est plus complet que Lucene. Je parle sous le contrôle de David Pilato qui est devant moi. On va sans doute migrer à Elasticsearch complètement à terme parce que on va dire on a les mêmes fonctionnalités en mieux. Pour résumer. Aujourd'hui, en tout cas, on est full NoSQL. Il n'y a pas de base de données à installer quand vous installez Tatami. Vous m'avez vu le lancer tout à l'heure. J'ai juste lancé Cassandra et Jetty. Et enfin, évidemment, il faut faire la glue entre le front et le back. L'ensemble est fait avec du Java et du Spring. Donc ça tourne sous Jetty ou Tomcat tant qu'on est en servlette 3.0. Ce qui est assez efficace. Le but étant d'avoir des services... Alors Spring MVC REST, je ne sais pas qui était à la presse de Matt Rayable hier où il comparait les frameworks web. Ouais, il y a pas mal de monde. Oui, on va dire il y a moitié de la salle qui devait y être. Hier, il comparait Spring MVC normal. Vous savez, vous forwardez vers une vue. Là, c'est pas la même chose. Là, dans Spring MVC REST, ça va ressembler à du gRZ. On fournit les services REST et Backbone vient les utiliser.
Donc ça rentrait pas vraiment dans ces cases. Moi, j'ai du Backbone et du Spring MVC. Et hier, c'était deux cases différentes. Alors pourquoi j'ai du Spring MVC REST? J'ai souvent la question, et pas du gRZ typiquement. Il y a deux raisons à ça. La première, alors à l'époque de Tatami, enfin du concours de code, il y a quelqu'un qui avait fait la même version en gRZ. Ça faisait exactement pareil, donc c'est exactement la même chose. Et le code est extrêmement proche. On a gardé Spring MVC REST pour deux raisons. C'était légèrement plus performant, mais alors un pouille entième. Et deuxièmement, je finis, je te prends. Et deuxièmement, comme on a du Spring partout, c'était plus simple d'avoir la même configuration pour tout. C'est simplement une question de simplicité de configuration. Excuse-moi, oui. Jersey, pour faire la bin validation, c'est la misère. Ah, et on me dit que pour faire la bin validation à Jersey, c'était la misère. Ouais, c'est pas encore prêt. C'était pas encore prêt. En tout cas, moi, avec Spring, ça marchait bien, donc voilà, je n'allais pas casser un truc qui marchait. Mais bon, enfin, pour moi, la différence était assez mineure. Enfin, donc ça nous fait des services REST qui sont simples, qui sont très légers, ça prend très peu de RAM sur le serveur, et c'est très performant. Le temps de réponse moyenne sur le serveur, c'est 10 millisecondes, donc on est assez tranquille. Et qu'est-ce qu'on a viré par rapport à l'année dernière? On a surtout viré jQuery mobile. Grâce au responsive design, on a pu virer toute une partie du code qu'on n'arrivait pas à maintenir. Alors, pas que jQuery mobile soit compliqué, hein, c'est plutôt bien fait, mais simplement, faut maintenir à la fois l'appli web normale et l'appli mobile. Si on en vire une des deux, ça fait 2 fois moins de travail, donc forcément, on a préféré. Et enfin, aujourd'hui, on a des versions natives qui sont dans les cartons, une version iOS qu'on n'a pas rendue open source parce qu'elle n'est pas prête, et une version Android qui était développée par quelqu'un de chez Ypon, sans le dire, donc qui est open source. Et alors, elle n'est pas finie non plus, donc pour ça, je mets dans les cartons. On va dire que ça vient en concurrence de la partie HTML5, on verra après ce qu'on garde. Bon, la difficulté, c'est de tout avoir à jour tout le temps, quoi, bien sûr. Mais comme on est full REST, en fait, vous pouvez plugger n'importe quel front-end dessus, mais c'est pas gênant. Il n'y a aucune modification du front-end pour ni iOS ni Android. C'est toujours les mêmes services REST qui sont consommés. C'est l'un des gros intérêts de REST. Si vous étiez à la presse ce matin sur le WoA, et ben voilà, là on a une application avec que du REST. Enfin, on a changé une chose, c'est l'hébergement. Alors, c'est pas pour faire ma minute pub, c'est pour parler aussi sur la fin. Donc on est parti chez Atom, qui est un hébergeur Java français, qui a été racheté par Ypon. Donc pourquoi je suis parti dessus, c'est parce que j'ai de l'hébergement gratos et que je connais bien le mec qui fait l'hébergement. On est les seuls à faire l'hébergement Java en France, hébergé en France. C'est nos propres serveurs, hein, c'est du hard. On achète le matos, on achète les machines. Et on est le seul aujourd'hui à ma connaissance à proposer l'hébergement Cassandra, clé en main. J'ai cherché partout. Il n'y a personne pour m'héberger Tatami sur le cloud. C'est un petit peu énervant parce que ce qui m'embête, c'est que Cassandra, je l'avais pris à l'origine parce que c'est une base de données NoSQL, cloud. J'avais pas réfléchi, enfin je m'étais dit ça sur le cloud, ça va être super. Et dans la pratique, l'hébergement, c'est l'horreur, personne n'en propose. Sauf Atom maintenant. Donc voilà, si vous voulez du Cassandra chez vous, Atom sait faire et personne d'autre. C'est très surprenant. Hein. On fait aussi de l'hébergement Elasticsearch, mais là il y a 10 autres personnes qui font ça. Bien sûr. Et enfin, moi, un truc qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le monitoring. On a eu quelques mauvaises surprises, on va dire, au niveau du code. C'est-à-dire que, je vous ai montré l'appli REST avec Backbone. En fait, les gens qui font du JavaScript avec Backbone, ils font facilement plein de requêtes REST derrière, sans forcément s'en rendre compte. Vous avez votre objet Backbone, vous jouez avec, ça fait des requêtes derrière quand ça se rafraîchit. On fait pas forcément gaffe que derrière, on tabasse la partie Spring et Cassandra derrière. D'où l'importance du monitoring. Le monitoring, on a pris pour ça une solution qui s'appelle Gamermetrics, qui a été un petit peu discutée par Cyril Leclerc le premier jour de Devoxx. Il y avait une conférence sur le monitoring avec Graphite, donc on utilise aussi. Donc c'était très proche de ce qu'on fait. Alors Gamermetrics, c'est quoi? C'est une librairie pour monitorer votre application qui est développée par Yammer. Donc les concurrents, vous vous souvenez, Sylvaner, Microsoft. Et bien en fait, ils font du Java et beaucoup d'open source. Ils font des trucs très sympas. Donc le premier truc sympa qu'ils font, c'est Gamermetrics, et le deuxième, c'est Dropwizard, dont on a parlé aussi Matrayable hier. C'est deux très bons produits. Donc Gamermetrics, c'est quoi? Ça va permettre d'instrumenter votre code Java pour avoir donc des métriques, savoir ce qui se passe. Alors il y a une intégration Spring qui est très bien faite. Vous mettez juste des annotations et ça y est. Et il va aussi comprendre EHCache, ça tombe bien, j'ai EHCache dans ma stack. Ça comprend Hector, qui est un driver Cassandra, ça tombe bien, on a Cassandra. Ça comprend aussi un filtre de servlet pour monitorer vos requêtes, ça tombe bien, on est en servlet avec Jetty. En fait, ça comprend toutes nos technos. Donc moi j'étais ravi. Bon après j'ai des technos qui sont assez mainstream, enfin dire j'ai les mêmes technos que font les gens de Yammer a priori. Du coup c'était assez simple à mettre en place et aujourd'hui ça envoie toutes ces métriques sur Graphite qui me permettent d'avoir des graphismes assez sympas sur ce qui se passe dans l'application.
Voilà pour la partie technique. J'ai un peu prolongé volontairement. Comme on est dans le track startup, je repars sur du business. Je vais juste parler un petit peu business model. Parce que déjà, il y a une chose qui m'énerve un petit peu. Sur Tatami, donc on est open source, on a une super techno, c'est génial. Simplement, voilà, c'est pas parce qu'on est open source qu'on a un business model. Hein. On est open source, ça veut rien dire de plus qu'on est open source. En plus, à nouveau, il y a beaucoup de boîtes qui n'en ont rien à faire des licences ou de quoi que ce soit. Quand je vois le nombre de SS2I qui piratent mon bouquin ou qui ont non mais ou alors qui ont du taux de pirater ou du tout ce qu'on veut, on va pas me faire croire que les boîtes portent une grosse importance sur le côté open source. Pour moi, c'est pas un business model. Et deuxièmement, une super techno, c'est pas non plus un business model. De tous les gens que j'ai vu utiliser Tatami, le fait que ce soit NoSQL, les mecs, alors ils veulent que ça marche, quoi. Ils se tapent qu'on soit sur MySQL ou sur Cassandra, ils veulent juste un truc qui marche. Après, on va dire que c'est notre problème que ça fonctionne. Donc pour moi, ces deux choses-là, c'est juste des avantages concurrentiels que va avoir Tatami par rapport à d'autres solutions, mais c'est pas du tout notre business model. Je suis focalisé sur l'open source, sur la super techno, c'est pas la peine, on a déjà fait plein de slides comme quoi on était super bon. Je sais pas ce que font les autres vu qu'ils sont propriétaires, mais je pense pas qu'ils soient full NoSQL comme nous, qu'ils soient full HTML5 comme nous. Clairement, au niveau du mobile ou de l'interface graphique, on a de gros avantages par rapport à beaucoup d'autres quand on les compare, parce qu'on a évidemment testé. Donc l'open source, ça nous fait quoi? Ça nous fait deux conséquences. La première, tout le monde est libre de l'installer et de faire ce qu'il veut avec. D'ailleurs, ce qui m'a amusé à Devoxx, c'est qu'on a rencontré des gens qui avaient installé Tatami chez eux et que je connaissais pas. Donc je vais pas dire de nom, mais ils sont pas dans ma presse. Voilà, n'importe qui peut l'installer et l'utiliser. Alors j'ai le même problème quand je bossais chez Spring Source, mais Spring tout le monde en fait et à la rigueur ça marche très bien, personne en parle, c'est normal. Tatami, c'est un peu plus surpris que les gens l'installent chez eux et nous en parlent pas. Mais donc ça arrive. Premier point intéressant. Deuxième point intéressant, tout le monde peut aller lire le code source, voir comment c'est fait, ça donne des exemples. Et surtout, tout le monde peut le modifier. Et ça, c'était un gros avantage de Tatami. On va en parler après sur les utilisateurs. Il y a une communauté, il y a des gens qui viennent vous aider, qui vous font des patchs, qui vous corrigent des bugs, qui vous ajoutent des fonctionnalités, et des choses qu'on n'aurait pas fait parce qu'on n'y a pas pensé, puis parce qu'on n'aurait pas eu le temps. Donc c'est un avantage qui est quand même assez fort en termes de développement produit, d'avoir une communauté qui vient vous aider. Le deuxième avantage, c'est que donc, tout le monde peut l'installer chez lui comme il veut. C'est gratuit, ça s'intègre facilement dans votre récit, c'est que du REST, c'est que du Java, c'est assez simple quand même à installer. Et pour moi, un des gros avantages par rapport aux boîtes qu'on a vues avant, c'est que vos données vous appartiennent, vous l'avez chez vous, personne ne va taper dans vos données. Et vu qu'on est sur des données qui sont assez sensibles, ça remplace le mail. Hein, donc nous, sur Tatami, on a un groupe direction d'Hippon Technologies, il y a les messages des membres de la direction. On n'a pas forcément envie que ce soit public. Donc c'est quand même assez intéressant que vos données soient hébergées chez vous et vous appartiennent. Et donc pour moi, c'est deux avantages de l'open source, la communauté et le fait que vous pouvez l'installer chez vous sans risque, sans problème, et que les données vous appartiennent. Vous pouvez aussi vérifier qu'il n'y a pas de cheval de Troie, qu'il n'y a pas de saloperie dans Tatami. Ça amène au vrai business model. En fait, on a deux façons d'utiliser Tatami qui se profilent. Le premier, c'est Tatami en mode SaaS, ce que j'ai vu tout à l'heure. Quand on a Internet, pas au sous-sol du Marriott. C'est hébergé par Hippon et Atom en France, c'est à Marseille, c'est nos serveurs hardware. Alors aujourd'hui, franchement, c'est gratuit infiniment parce que j'ai pas codé la limite à 20 utilisateurs, mais je vais le coder un jour. Je suis en retard sur ma roadmap. Donc l'objectif à terme, c'est quand il y a beaucoup de monde, on fasse payer, mais que ça reste pas cher. Voilà, on devrait rester nettement moins cher. Si vous regardez les concurrents, généralement, ils sont tous très très chers. Moi, j'ai vu des trucs à 20-25 $ par utilisateur et par mois, ce qui devient très très cher. Sauf Yammer. Yammer était dans des prix extrêmement chers, mais maintenant que c'est une vente liée avec tout le reste de Microsoft, je crois que c'est gratuit si vous avez acheté Office. Mais bon, vu le prix d'Office, bon voilà, enfin c'est un lien, enfin faites le calcul. Bref, je pense qu'on va être compétitif sur le SaaS. Après, moi, de ce que je vois dans les gens qui utilisent, les gens là, ce qui intéresse surtout, c'est donc de les avoir chez eux parce que c'est des données sensibles, ils veulent le contrôle de leurs données. Donc là, vous pouvez l'installer chez vous, c'est gratos, voilà, pas de problème. Par contre, je reviens sur le business model. Si vous voulez du support, du consulting, de l'aide, on sera ravi de vous aider moyennant finance. Et donc là, on est sur un business model plus classique de SS2I, on va dire, ou de boîte de conseil. Voilà, donc le business model est assez simple, hein, c'est du classique. Un petit point sur les utilisateurs de Tatami, parce que j'ai dit plusieurs fois qu'il y avait du monde qui l'utilisait. Ah oui, puis alors le thème, c'était de Devoxx au CAC 40. Pourquoi le CAC 40? C'est parce qu'il y a des gens du CAC 40 qui l'utilisent. Attention. Donc on va avoir 3 utilisateurs. Le premier, il n'est pas au CAC 40 encore, bientôt, mais c'est celui que je connais le mieux. Parce qu'ils sont en mode SaaS, enfin c'est nous déjà, et puis c'est en SaaS, donc là j'ai toutes les stats, hein. Je sais très bien ce qu'on fait.
Ce qui est intéressant, c'est que chez Ypon, on a forcé personne à l'utiliser, même encore aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est l'outil totalement officiel chez Ypon. Mais au final, on a 60% des employés qui se connectent tous les jours. Et au cours d'une semaine, 90% des gens s'y sont connectés. Les seuls qui s'y connectent pas, c'est des gens qui vont pas être techniques, je sais pas, les secrétaires, etc. Forcément, le comptable, je pense qu'il s'y connecte jamais. Mais voilà, il y a des gens évidemment que ça intéresse pas, mais le gros de la boîte s'y connecte tout le temps et est très très présent dessus. La durée moyenne de connexion, c'est 1h30. Alors je dis moyenne, donc il y a des gens qui viennent, qui partent, ils me cassent la moyenne. Donc les gens restent très longtemps dessus. Et on a plusieurs centaines de messages par jour, ça dépend des jours. Il y en a moins en ce moment, parce qu'il y a la moitié de la boîte à Devoxx, donc ça a fait baisser mes stats. Mais ça date de la semaine dernière, et ça devait être la courbe que j'ai là, ça devait être le 25 mars, je crois. Et en fait, j'ai la même courbe quasiment tous les jours, donc ça monte, ça commence à monter à 9h du matin, 10h, 11h, c'est le pic, tous les jours. Ça baisse à midi, parce que les gens partent manger. Et alors, bizarrement, l'après-midi, il y a moins de monde que le matin. Par contre, ça traîne longtemps. Puis vous voyez, ça recommence même vers 23h minuit. Il y a des gens qui se reloguent un petit peu, qui regardent. Donc, il y a une traînée assez longue, en fait, des connexions. Donc, c'est assez amusant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages. D'ailleurs, on est en train de retravailler, de repenser la manière dont on gère les discussions. Parce que ça marche bien quand il n'y a pas trop de monde. Quand il y a beaucoup de monde, il y a peut-être des choses à recreuser. Alors, les victimes du succès. Donc ça, c'est Ypon. La deuxième boîte dont on va parler, c'est Orange, Orange Labs. Donc j'ai vu Pierre, merci beaucoup pour tous les commits, les patchs, etc. Donc c'est utilisé en interne par Orange Labs, où ils ont, je sais pas, quelques dizaines de personnes. Une trentaine, voilà. Ils utilisent la version full open source, tout est gratuit, ils sont pas sur le SaaS, ils font tout comme ils veulent. Ils n'ont aucun contrat avec Ypon, on n'a aucune relation entre nous. Par contre, ils participent activement au développement, donc ils font des pull requests, ils nous ont ajouté plein de fonctionnalités, ils ont fait plein de choses. Donc voilà, merci 1000 fois. Et ça, c'est une première, tout à l'heure quand je disais les avantages de l'open source, il y a des gens qui en gros co-développent avec nous. Là, il n'y a pas de business model, on fait pas d'argent avec, mais ils nous aident, et je trouve ça génial, déjà. Premier utilisateur intéressant. Donc première boîte du CAC 40, là j'ai déjà tenu mon objectif de Devoxx au CAC 40. Hein, l'année dernière, on faisait un concours de code, cette année, voilà, c'est quand même pas mal. Deuxième boîte, et là je suis désolé, mais ils n'ont pas voulu dire qui ils étaient. Là, voilà, donc je peux pas dire qui c'est, faites-moi confiance, ils sont au CAC 40. C'est pas les plus gros, mais c'est une boîte du CAC 40 quand même. Eux, c'est particulier, parce que l'objectif, c'est de l'avoir dans toute la boîte, donc c'est pas 30 utilisateurs, donc ils ont un objectif assez fort. On a un contrat avec eux, c'est pour ça aussi que s'ils veulent pas qu'on donne leur nom, on le donne pas. Là, ça rigole un peu moins, en termes de contrat. Eux, ils sont sur la version, pour l'instant, full open source. On espère qu'ils prendront un truc différent bientôt. Hébergement en interne, donc pas de données dans le code, etc. Évidemment, on va les aider pour leur développement, pour leur installation, etc. S'ils ont des problèmes sur Cassandra, etc., on est là pour aider. Donc, on a une relation contractuelle avec eux sur l'installation de Tatami. Ça devrait être très gros. Malheureusement, donc, le service com n'a pas donné son accord. Ils sont pas très sympas. Mais voilà. Ils sont quand même sympas de l'utiliser. Pardon. Faut quand même pas dire trop de mal. On va quand même caresser les clients. Voilà. Je vais passer sur la suite. J'ai une petite roadmap sur Tatami, parce qu'on a vu pas mal de choses, et en discutant, on se retrouvera des Devoxx, j'ai eu pas mal d'idées sur ce qu'on allait faire dans l'avenir. La roadmap, alors j'ai mis une roadmap sinueuse volontairement, parce que ça peut varier. À nouveau, c'est open source, on n'est pas beaucoup à développer, donc on fait un petit peu comme on le sent. Pour moi, la partie qu'on va pousser le plus, c'est l'intégration dans le SI de l'entreprise. C'est-à-dire que Tatami, on a déjà un robot, mais qui n'est pas encore utilisé de manière, on va dire, intensive. L'objectif, c'est d'aller choper l'information un peu partout dans l'entreprise, se connecter sur des flux RSS, sur des Git, des Jenkins, des Nagios, etc. pour avoir des messages Tatami automatisés. C'est-à-dire qu'un développeur commit, vous êtes dans le groupe du projet, vous suivez le tag du projet, je ne sais pas, à voir l'utilisation qu'on en fera. Donc vous êtes dans le projet, l'utilisateur commit, vous avez un message comme quoi il a committé, vous avez un message comme quoi le build a pété, vous avez un message comme quoi, je ne sais pas, le serveur est cassé par Nagios, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pousser. Là, je parle, on va dire, côté dev, on aura un dashboard de développement, ce qui n'existe pas aujourd'hui, enfin, je ne connais pas de solution qui fait ça proprement. On ferait sans doute aussi pareil pour d'autres types d'utilisateurs, par exemple les commerciaux. On pourrait se connecter à Salesforce, savoir quand un deal est closé, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on va sans doute beaucoup pousser. On va pousser encore la mobilité, donc on a déjà une version mobile qui marche bien, mais on va la pousser encore plus. On va pousser la partie analytics. Vous avez vu, j'ai des tendances, je sais qui fait quoi. On n'a pas encore poussé à fond, c'est-à-dire qu'on sait également qui a retweeté quoi et qui a mis en favori quoi. Et on pourrait peut-être avoir de l'information encore plus pertinente si on utilisait ces données-là, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc on va encore plus le pousser. Grâce à Cassandra, on a des possibilités de traitement de données qui sont assez
assez incroyable. Hein. D'ailleurs, ce que peuvent pas faire nos concurrents. Et quand on regarde les concurrents, d'ailleurs, j'ai vu personne, par exemple, qui va arrêter de suivre un tag. Nous, on peut suivre un tag. Il y a des choses comme ça. Et je pense que c'est dû, sans doute, aux limites du modèle relationnel que nous, on n'a pas. Et je pense que là-dessus, on a beaucoup de choses à faire que les autres pourront pas faire, simplement parce qu'ils sont pas en NoSQL. Et enfin, il y a un dernier truc que je vais faire, et ça date de Devoxx, et si je trouve le mec qui a fait ça, ça va râler. On va faire un module de compliance pour éviter les gens qui, par exemple, on peut mettre en ligne des photos, et on pourrait mettre des photos, on va dire, osées. Donc, Tatami, tout le monde peut s'inscrire, en particulier sur Gmail. Il y a 150 utilisateurs de Tatami sur Gmail, et il y a un mec qui s'est amusé sur Gmail à mettre des photos sympas. Donc, ça m'a donné une idée, il faudrait qu'on fasse un module de compliance. Pour l'entreprise, je pense que c'est une bonne chose. Pour pouvoir limiter les abus, les mecs qui s'engueulent, les mecs qui mettent des photos qu'ils ne devraient pas mettre. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à pousser là pour une entreprise. On verra ce qu'on fait dedans. Je pense que ça va être assez intéressant. Enfin, comme on est dans le stack entrepreneuriat, je vais annoncer ce qu'on est en train de monter. Alors j'annonce ça comme ça, on va voir exactement la forme que ça prendra derrière. L'objectif, c'est qu'on va monter une société qu'on va appeler Tatamisoft. On a déjà le nom de domaine, on a déjà le site web. On a déjà tout. Il y a déjà des prix, mais alors on verra après comment on fait évoluer ça. L'objectif, c'est que la société soit, on va dire, séparée d'Ypon. C'est pas encore comment on se débrouillera. Elle sera par contre dédiée à Tatami avec ses propres employés, son propre financement. Il y aura des gens qui vont travailler dessus à temps plein. Donc ça, c'est notre petite annonce du moment. On verra après comment ça évolue. Rendez-vous à Devoxx 2014 pour vous dire qu'on est rentré en bourse et qu'on est riche. On verra bien, hein. Mais en tout cas, on va pousser l'aventure un peu plus loin, vu le nombre de gens qui l'utilisent. Oui, j'ai pas dit le projet, on a aujourd'hui 140 likes sur GitHub, 135 forks, enfin ça marche, il y a du monde, quoi, ça marche bien. C'est pour ça qu'on est assez motivé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez, il y a Chuck Norris qui vous le dit, donc c'est pas rien. Vous pouvez utiliser Tatami dans votre entreprise, c'est gratuit, donc soit en mode SaaS, soit en l'installant chez vous. Vous pouvez participer au développement parce que c'est sympa. Vous pouvez postuler chez Tatami Soft, chez Ypon, chez Atom, on serait ravis. Évidemment, vous pouvez participer au code source. Donc j'ai remis GitHub, je l'ai mis partout, mais pour être bien sûr que vous l'ayez. Et je tiens à vous remercier d'être venu à cette présentation business, donc qui est un petit peu particulière. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 3 minutes, c'est pour ça que là j'enchaîne. Oh là, plein. Ben, je crois que c'était le premier, donc. Ouais, j'aurais dit, ouais, je sais pas. Juste une question sur la remontée des informations vers les utilisateurs. Ouais. Vous utilisez quelle techno? Ah oui, alors ça c'est intéressant. Oh, je vais pas avoir le temps. Alors, aujourd'hui c'est très basique. En fait, c'est juste du polling. On a mis Atmosphere, il est encore là, Atmosphere. Il n'y a qu'un problème avec Atmosphere, c'est que ça passe pas plein de proxys d'entreprise. Les WebSockets, tout ça, ça marche pas dans plein d'endroits. Donc il fonctionne en fait, hein, mais juste on l'a viré parce que ça marche pas partout. Typiquement, ça marche pas chez Ypon. Parce que notre proxy, c'est du Nginx, et Nginx supporte pas WebSocket. Voilà, à force d'être trop hype. Donc je sais pas, aujourd'hui ça marche super bien comme ça avec du polling. Ça poll toutes les 20 secondes, ça suffit largement. J'ai l'objectif de repasser à WebSocket. C'est intégré, hein, c'est encore dans le code d'ailleurs. Mais voilà, bon, après c'est pas très violent. Hein. Mais bon, voilà. Ouais, Oui. Moi, c'est une question qui est un peu plus générale sur les RSE, et sur Tatami en particulier en fait. Est-ce que c'est nécessairement appelé à remplacer le mail quand on le met en place? Ou est-ce que ça s'utilise bien au niveau des retours? Ça s'utilise bien en complément du mail. L'objectif de Thierry Breton, c'était de virer le mail complètement. Nous, c'est pas l'objectif, hein, on a toujours le mail. Nous, ce que ça fait clairement, on a une mailing list support chez Ypon. Donc, quand vous avez un problème chez Ypon, vous faites à l'aide sur la mailing list support. Je pense que ça l'a bien fait réduire, parce que beaucoup de gens posent leurs questions sur Tatami. Après, Tatami, ça reste limité. Oui, alors on est limité à 750 caractères, alors complètement arbitrairement. On pourrait mettre plus, mais quand on met plus, les gens racontent leur vie. Donc on sait pas trop ça reste tuné. En tout cas, c'est vrai que le mail, c'est quand même plus complet. Bon, chez nous, ça n'a pas viré le mail, mais je pense que ça a bien fait diminuer le nombre de mails qu'on s'est changé quand même. En tout cas, nous, l'objectif, c'est pas 0 email. On n'est pas chez Atos. Ça le fait diminuer, clairement. Il y avait d'autres questions, je crois qu'il y avait dans le fond, non? Ah, là-bas, pardon, c'est... Il faudrait qu'on fasse des stats sur le mail, d'ailleurs, par rapport à la mailing support, parce qu'on l'a depuis très longtemps. Oui, bonjour. Oui. Pourquoi avoir développé des applications en native sur iOS et Android? Parce que normalement... oui, pourquoi? Alors moi, je suis plutôt contre, en fait. Alors, pourquoi on l'a fait sur iOS? C'est parce que notre client secret, Zero, là, il le voulait. Donc, on l'a fait pour lui.
Et Android, non, ça plaisait à quelqu'un de chez Ypon qui l'a fait, il m'en a même pas parlé. Et voilà, en fait, parce que ça amuse les gens, pour l'instant. Tout simplement, c'est comme l'origine de Tatami, hein, on l'a fait parce que ça nous amusait. Moi, je serais plutôt branché HTML5 aujourd'hui. Simplement, en termes de coût de développement, ça n'a rien à voir, quoi. Ça marche partout pour 0. Donc moi, je pousserais plutôt le HTML5. Après, c'est vrai que si on veut un truc super nickel sur iPhone, il faut mieux le truc natif, hein, clairement. Mais bon, on a toujours... Je pense que c'est une des choses qu'on va bosser cette année. Je mettais dans la roadmap le mobile. C'est un truc qu'on va bosser parce qu'on est toujours tiraillé entre ces deux tendances. Les gens qui veulent du natif, les clients veulent beaucoup de natif. Et nous, on se rend compte que le HTML5, ça serait suffisant quand même pour beaucoup d'utilisations. Donc je pense que l'année là-dessus va être intéressante d'ailleurs. En tout cas, voilà, il n'y a pas de stratégie particulière là-dessus. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il n'y a plus de temps en tout cas. Il n'y a plus de temps en tout cas. Ah oui, time's up. Ah, voilà. Bon, merci beaucoup.